Pendant que les États-Unis dépensèrent des milliers de milliards en bases militaires et en guerre sans fin, la Chine construisait silencieusement un empire. Pas avec des soldats, pas avec des bombes, avec des ports, 168 ports dans 90 pays pour 24 milliards de dollars. Et un rapport de Foreign Policy vient de tirer la sonnette d'alarme. L'Amérique est peut-être en train de perdre la partie sans même s'en rendre compte. Pour comprendre ce qui se joue, il faut prendre de la hauteur. Depuis le début de l'année 2025, le monde a les yeux rivés sur le détroit d'Ormuz. L'Iran ouvre, ferme, rouvre, referme ce corridor maritime par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial. Trump menace de bombarder. L'Europe parle de coalition militaire pour sécuriser le passage. Les marchés tremblent à chaque tweet. C'est le spectacle visible, celui qui fait les gros titres. Mais pendant que toute cette agitation monopolise l'attention, un mouvement tectonique bien plus profond se déploie loin des caméras. La Chine, depuis l'an 2000, met en œuvre une stratégie d'expansion économique mondiale fondée sur un principe simple. Celui qui contrôle les infrastructures contrôle le commerce, et celui qui contrôle le commerce n'a pas besoin de contrôler les armées. Ce n'est pas une théorie, c'est un programme documenté, chiffré, et dont Foreign Policy vient de dresser le bilan dans un rapport que plusieurs analystes qualifient déjà de document de référence. La stratégie chinoise repose sur le financement, la construction et souvent la gestion directe de ports commerciaux à travers le monde. 168 ports dans 90 pays, le chiffre est vertigineux. Mais le plus important n'est pas le nombre, c'est le modèle. Pékin ne cherche pas à occuper ses ports. Elle ne déploie pas de garnison, elle ne plante pas de drapeau, elle installe des opérateurs, des logisticiens, des gestionnaires. 35% de ces projets portuaires impliquent une propriété ou une exploitation chinoise directe. Les entreprises chinoises gèrent les calendriers d'accostage, les flux de navires, les chaînes logistiques. En clair, elles décident qui passe, quand et à quel prix. Ce que décrit Foreign Policy n'est pas simplement un programme d'investissement, c'est l'émergence d'un système commercial parallèle conçu pour fonctionner indépendamment de l'architecture occidentale. Et c'est là que le rapport devient véritablement inquiétant pour Washington. Le modèle chinois a évolué. Au départ, il s'agissait de ports isolés, des points d'ancrage commerciaux dispersés sur les routes maritimes mondiales. Aujourd'hui, ces ports sont connectés à des réseaux de chemins de fer, de mines et de zones industrielles à l'intérieur des terres. Prenez un port financé par la Chine sur la côte africaine, reliez-le par rail à une zone minière riche en cobalt ou en lithium. Ajoutez un accord d'exploitation à long terme, vous obtenez un circuit fermé, extraction, transport, exportation, le tout sous contrôle chinois, sans qu'un seul soldat ait été déployé. C'est exactement ce qui se passe au Congo, au Pakistan, au Sri Lanka, au Myanmar, en Grèce, au Pérou et dans des dizaines d'autres pays. Cette architecture donne à Pékin quelque chose que l'Amérique n'a jamais véritablement cherché à construire, une autonomie logistique globale. En cas de conflit, de sanctions ou de blocus, la Chine dispose désormais de routes alternatives. Elle peut contourner les points d'étranglement classiques. Ormuz est bloqué, il y a d'autres chemins. Le canal de Suez est perturbé, les marchandises passent ailleurs, Bab el-Mandeb est sous tension, les flux sont redirigés. Chaque port chinois est un nœud dans un maillage planétaire qui rend la Chine de moins en moins vulnérable aux pressions géographiques traditionnelles. Et c'est ici que le contraste avec la stratégie américaine devient saisissant. Les États-Unis possèdent environ 750 bases militaires dans 80 pays. Le budget annuel du Pentagone dépasse les 800 milliards de dollars. Mais ces bases ne génèrent pas de revenus, elles ne créent pas de dépendance économique, elles coûtent et elles suscitent souvent du ressentiment. La présence militaire américaine en Irak, en Syrie, dans le Golfe a produit des guerres, des insurrections, des crises diplomatiques. La présence économique chinoise au Kenya, au Cambodge ou au Pirée produit des contrats, des emplois et surtout des liens de dépendance que les pays hôtes acceptent volontairement, parfois même avec empressement. La crise actuelle du détroit d'Ormuz illustre parfaitement cette bascule. L'Iran ferme le détroit, les États-Unis déploient leur marine, l'Europe envisage une mission défensive. Tout le monde regarde le goulot d'étranglement et pendant ce temps, la Chine négocie. Elle rappelle qu'elle a des accords commerciaux et énergétiques avec Téhéran. Elle demande que le détroit reste ouvert, non pas par la force, mais par la diplomatie. Et en parallèle, elle continue de développer ses routes alternatives, car c'est bien là le point crucial que le rapport de Foreign
Policy met en lumière. La dépendance au détroit d'Ormuz, c'est un problème occidental, c'est un problème américain. La Chine, elle, a passé 25 ans à construire des options. Le port de Gwadar au Pakistan, financé et développé par Pékin, offre un accès direct à l'océan Indien sans passer par Ormuz. Les corridors terrestres vers l'Asie centrale et la Russie permettent d'acheminer des hydrocarbures par pipeline plutôt que par tanker. Le réseau ferroviaire qui relie la Chine à l'Europe via le Kazakhstan et la Turquie réduit la dépendance aux routes maritimes. Résultat, quand Ormuz se ferme, c'est l'Occident qui panique. Les cours du pétrole flambent à Londres et à New York. Les capitales européennes convoquent des réunions de crise et Pékin attend, Pékin observe, Pékin calcule, parce que chaque crise à Ormuz renforce l'argument central de sa stratégie. Le système américain est fragile, dépendant de la force brute et de quelques passages maritimes. Le système chinois est distribué, résilient et fondé sur l'intérêt mutuel, ou du moins sur ce qui en a l'apparence. Il y a une théorie historique bien connue qui veut que les empires aient une durée de vie d'environ 300 ans. Les États-Unis approchent de leur 250e anniversaire. La question n'est pas de savoir si cette théorie est exacte au sens littéral. La question est de savoir si les choix stratégiques actuels de Washington accélèrent ou ralentissent un déclin relatif qui, lui, est mesurable. Les chiffres parlent. En 2000, les États-Unis représentaient environ 30% du PIB mondial. Aujourd'hui, ils en représentent à peine 25%. La Chine est passée de 3,5% à plus de 18%. Mais au-delà du PIB, c'est la nature de l'influence qui change. L'influence américaine repose sur la dissuasion. Si vous ne coopérez pas, nous pouvons vous frapper. L'influence chinoise repose sur l'intégration. Si vous coopérez, nous construisons vos infrastructures. L'une génère de la peur, l'autre génère de la dette. Et dans les relations internationales, la dette est souvent plus efficace que la peur. Trump incarne cette contradiction américaine de manière presque caricaturale. En une seule nuit, il est capable de publier 25 tweets contradictoires sur Ormuz, l'Iran, la Chine, Israël, le nucléaire, les bombardements, puis le cessez-le-feu. Le Parlement iranien le qualifie de menteur 7 fois en 1 heure. Ses propres alliés européens ne savent plus à quel interlocuteur ils ont affaire. Et pendant ce temps, la stratégie chinoise avance, méthodique, silencieuse, un port après l'autre, un contrat après l'autre, un pays après l'autre. Ce n'est pas que l'Amérique manque de puissance, c'est qu'elle ne sait plus quoi en faire. Elle déploie des porte-avions pour ouvrir un détroit que la Chine, elle, a simplement décidé de contourner. Elle impose des sanctions que ses propres alliés cherchent à esquiver. Elle menace de ramener l'Iran à l'âge de pierre, puis annonce un cessez-le-feu 12 heures plus tard. La puissance sans stratégie, c'est du bruit. Et le bruit, à la longue, personne ne l'écoute plus. Ce qui se joue ici dépasse largement la rivalité sino-américaine. C'est l'architecture même du commerce mondial qui est en train de muter. Pendant des décennies, le système reposait sur un deal implicite. L'Amérique garantit la liberté de navigation et en échange, le dollar reste la monnaie de référence et les règles du jeu sont fixées à Washington. Ce deal est en train de se fissurer. Si la Chine parvient à faire fonctionner un système logistique mondial parallèle, ce qu'elle est déjà en train de faire, et alors la capacité américaine à imposer des sanctions économiques, à bloquer des détroits, à contrôler les flux commerciaux diminue mécaniquement. Et avec elle diminue la justification de la présence militaire américaine dans le Golfe, en Asie du Sud-Est, en Méditerranée, pour les pays du Moyen-Orient et en particulier pour les monarchies du Golfe qui ont bâti leur sécurité sur l'alliance américaine. La question est existentielle. Que vaut une protection militaire américaine si elle ne peut plus garantir la stabilité économique? Que vaut un partenariat stratégique avec Washington si Pékin offre le même accès au marché, les mêmes infrastructures, et en plus ne vous demande pas de changer de régime? La réponse est déjà visible. L'Arabie Saoudite négocie son entrée dans les BRICS. Les Émirats diversifient leur partenariat à une vitesse inédite. L'Égypte, la Turquie, l'Algérie multiplient les accords bilatéraux avec Pékin. Le mouvement est enclenché et il est probablement irréversible.
Le vrai champ de bataille du XXIe siècle n'est pas un détroit, ce n'est pas un désert, ce n'est pas un ciel saturé de drones, c'est un quai de déchargement dans un port kényan, c'est un terminal à conteneurs au Pirée, c'est une voie ferrée au Pakistan. L'empire qui gagnera cette guerre est celui qui aura compris que le pouvoir ne se mesure plus en ogives, mais en conteneurs. C'est exactement pour décrypter ces basculements invisibles, ceux que les gros titres ignorent et que les puissances préfèrent vous cacher, que cette chaîne existe. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous à Voix interdites et activez la cloche. Pas pour nous faire plaisir, pour ne pas être les derniers à comprendre le monde dans lequel on vit déjà.